Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire, c'est Ludovic Duplessis, le président de la maison de champagne Telmont, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour creuser les enjeux d'une viticulture avec plus de bio et moins de carbone. Auparavant, je reçois René Rohrbeck, le directeur général du Centre for Net Positive Business de l'EDEC. Objectif, permettre aux entreprises de toute taille d'avoir un impact net positif, de donner plus qu'elles ne prennent. Dans notre débat, je vous emmène dans le monde de la joaillerie qui vient de créer la Blue List, premier référentiel mondial pour une joaillerie plus transparente et durable. Et puis dans notre rubrique Startup et Innovation, vous découvrirez Skooma Water qui propose des solutions pour filtrer les polluants dans l'eau du robinet. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est René Rohrbeck. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général du Centre for Net Positive Business de l'EDEC. C'est quoi la mission principale de ce centre qui vient d'être créé en avril 2025? C'est quoi la mission? Ouais, c'est tout à fait ça. On l'a lancé à Change Now en avril et ça a commencé avec un constat que c'est à la fois urgent d'avoir un impact positif sur le monde, aussi comme business school. Et après aussi, on s'est posé la question, c'est quoi qui manque aujourd'hui pour avoir une accélération du net positif? Donc pour nous, c'est trois constats. Le premier, c'est difficile d'avoir la transparence, de mesurer l'impact total d'une entreprise. Deuxième constat, c'est de dire, est-ce qu'on a la capacité de changer vraiment la donne à travers un changement systémique dans le secteur? Et le troisième, c'est comment passer à l'échelle, comment accélérer. Le passage à l'échelle, évidemment, c'est quelque chose de très important. Vous dites, quand on est une business school, il faut avoir une démarche comme celle-là aujourd'hui. C'est quelle place vous prenez dans la stratégie de l'EDEC, en fait? Donc l'EDEC, si on la connaît, on est dans le nord de France. On a l'opportunité d'être dans une région où il y a beaucoup d'entreprises familiales qui sont souvent déjà dans la troisième génération et qui impulsent aussi pas mal qu'ils veulent avoir comme diplômés de l'EDEC. Et ils sont souvent portés par un instant profond de dire nous, on doit aider l'environnement dans lequel on est, dans lequel on se nourrit. Donc il y a déjà cette volonté sociétale. Et après, de plus en plus aussi, la question, comment est-ce que nous, on peut assurer que l'environnement qui nous entoure, l'environnement pas seulement sociétal, mais aussi la nature, le climat, comment on peut... Mais c'est drôle, parce que, pardon de vous interrompre, je vous écoute, mais spontanément, j'imaginais que vous me répondriez à cette question, c'est ce que nous demandent nos étudiants. À l'EDEC, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vu beaucoup de médiatisation, peut-être un peu moins depuis 1 ou 2 ans d'ailleurs, d'étudiants qui venaient d'être diplômés et qui disaient mais nous on veut un autre modèle. Donc est-ce que c'est aussi à ça que vous répondez avec ce Centre for Net Positive Business? Oui, tout à fait. Alors, c'est certainement juste que les étudiants sont un moteur important, mais c'est aussi, disons, la conscience d'une business school de dire c'est quoi nos outils à nous qui peuvent aider à un changement positif global dans les secteurs. Et donc, je pense qu'on est de plus en plus dans une logique de comprendre, on a en fait la technologie pour décarboniser nos industries. Mais est-ce qu'on a les business models qui sont véritablement scalables? Oui, effectivement. Alors, on va expliquer ensuite comment les entreprises peuvent bénéficier de ce que vous faites et de vos recherches, mais il faut faire un peu de pédagogie. C'est quoi un impact net positif? Donc, c'est en fait le constat de dire, c'est pas seulement réduire les impacts négatifs d'une entreprise, mais d'ajouter la valeur à son environnement, à la fois l'environnement physique et aussi l'environnement sociétal. Donc c'est donner plus qu'on ne prend, c'est ça, la logique. Mais on peut le calculer, parce qu'il y a tout un débat sur le net zéro, et c'est vrai que l'ADEME par exemple dit c'est compliqué pour une entreprise d'afficher un bilan net zéro, c'est plutôt à la dimension d'un pays, voire d'un continent qu'on peut le calculer. Donc comment vous intégrez cette contradiction apparente? Ouais, c'est tout à fait ça. Alors, donc, beaucoup de dirigeants avec lesquels on travaille, ils ont déjà des bonnes démarches de calculer à l'interne l'impact à travers de la comptabilité RSE.
Et en revanche, ce n'est pas encore l'impact total d'une entreprise. Oui. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est on a de plus en plus de données qu'on peut utiliser. Donc là, on vient de lancer un partenariat avec une plateforme qui s'appelle Upright Platform. C'est en fait une entreprise créée en Finlande qui collecte des données ouvertes sur tous les impacts qu'on peut avoir des industries. Et nous, dans notre partenariat, on va rentrer dans leurs données pour modéliser en fait les entreprises et pour comprendre c'est quoi l'impact social, c'est quoi l'impact environnemental, c'est quoi l'impact sur l'emploi, c'est quoi l'impact sur la santé. Et à travers ça, on a un premier levier qui va davantage se développer parce qu'on a de plus en plus de données et de plus en plus de capacités en fait de les utiliser. Donc on va utiliser ça pour le mettre en face des entreprises et travailler avec eux. Mais une entreprise, elle peut légitimement afficher un net zéro, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, ce qui est intéressant avec cette démarche qu'on essaye d'utiliser, on revient quand même du secteur dans sa globalité. D'accord. Et pour nous, l'intérêt, c'est pas seulement de dire, voilà, on a un score qui est peut-être net positif ou net négatif, mais c'est de dire, nous, on veut ensemble chercher les grands leviers. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, je pense, c'est qu'on vient de la comptabilisation, donc on essaye de réduire les impacts négatifs, mais en revanche, on ne trouve pas les grands leviers que je peux engager pour redonner à mon environnement. Est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises ou de secteurs qui ont déjà réussi à inverser un peu la tendance, à générer un résultat, un impact net positif mesurable? Oui, alors ce que nous, on fait, c'est on travaille sur deux secteurs principalement. Donc on a fait le choix de dire on va travailler avec le bâtiment qui est connu pour être difficile à améliorer et la nutrition. Dans ces deux secteurs, on a donc mis autour de la table différents partenaires de différentes positions dans la chaîne de valeur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de travailler avec eux sur l'identification des mécanismes qui aident à développer. Donc, pour vous donner un exemple concret, on a travaillé la circularité dans le bâtiment. Donc déjà, c'est pas facile parce que quand on détruit un bâtiment, on sait que ça donne, qu'est-ce que ça donne. En revanche, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, par exemple, si on regarde les sols, d'ailleurs ici aussi, les sols, à un moment, si on déménage, on ne prend pas les sols avec. Et les sols, c'est une empreinte carbone à peu près à l'échelle de 10 millions de tonnes de CO2 en France. Et pourtant, un sol, il peut être là pour une trentaine d'années. Donc, c'est tout à fait envisageable de le retirer. On avait deux partenaires autour de la table, GLL et Target, qui ont dit, nous, on va piloter ça. On va essayer de comprendre c'est quoi le business model derrière. Et pour donc accélérer cette réutilisation au lieu de le mettre à la déchetterie. Donc, inventer la circularité dans un secteur, en fait, ou le développer aussi. C'est tout à fait ça. Donc, c'est à la fois comprendre comment ça peut marcher et aussi de calculer le business model derrière. Est-ce que ça veut dire changer de modèle économique? Vous disiez tout à l'heure, il y a la transparence, il y a le passage à l'échelle, et puis il y a la question du modèle économique. Est-ce que finalement, le résultat des études que vous pouvez mener et de cette relation que vous nouez avec une entreprise, c'est à la fin de leur dire, oui, mais il faut changer de modèle? Oui, alors ce qu'on voit, c'est souvent des business models qui manquent dans un secteur, si je peux dire. Donc, par exemple, quand on prend la nutrition, on est tous concernés parce qu'on veut avoir une vie saine. C'est pas si facile que ça parce qu'en même temps, on aime bien manger les choses sucrées, manger salé et tout ça. Et donc aujourd'hui, si je fais mon choix alimentaire, il va être souvent c'est à travers le goût. Et en revanche, on peut très facilement avoir une montre connectée, on peut avoir des anneaux comme l'anneau Aura qui me donne du feedback instantané sur ma propre nutrition. Et nous, on est très fiers à l'EDEC d'avoir eu une alumna, Julie Chapon, qui a créé une ancienne élève de l'EDEC, qu'on connaît très bien. Donc, elle a dit, on va changer en fait cette logique en donnant la transparence sur la qualité de la nutrition qu'on prend. Et donc, à travers cette application Yuka que beaucoup utilisent aujourd'hui, on arrive à comprendre qu'on peut
crée une boucle qui n'était pas là avant. Et donc, qu'on peut faire des choix beaucoup plus informés. Ouais. Et à travers de ça aussi, impulser les grands groupes alimentaires de nous fournir aussi de la nourriture qui est mieux pour nous. Ouais, il y a un certain nombre de programmes dans le cadre de ce centre, la Net Positive Factory, l'Impact Track. Tiens, par exemple, l'Impact Track, c'est quoi? En quoi ça consiste? Alors pour nous, c'est donc comme on s'est dit, si on travaille plus sur les mesures, on arrive à trouver des leviers. Quand on a trouvé des leviers, c'est la question, est-ce qu'il y a des business models qu'on peut mettre en face? Ouais. Et après, c'est la question, comment est-ce qu'on peut faire croître ces business. Et c'est là où on a quand même à l'EDEC la capacité de accueillir des chercheurs, des start-upers, nos propres étudiants. On a une centaine de places à Station F. On a les entreprises en face qui peuvent venir en mentorship pour aider les étudiants. Et après, on a même créé un fonds d'investissement qui s'appelle Generations, qui est un clin d'œil vers les futures générations. On dit on investit en fait avec notre propre argent aussi dans des business models qui sont comme ça scalables et qui ont un impact positif. Donc l'Impact Track, c'est l'outil pour passer à l'échelle, si j'ai bien compris? C'est bien ça, ouais. Et après, on peut même aller encore plus loin parce qu'après, c'est aussi le capital risque, c'est aussi le private equity qui peut aider donc échelonner ces business models. Merci beaucoup René Orbeck et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Bienvenue dans l'univers de la joaillerie durable. C'est le débat de ce Smart Impact, l'univers de la joaillerie au programme avec Laurence Chevillon. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes délégué général de l'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles. Véronique Pellerin, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes DRH de la société Rubel et Ménaché. On va présenter vos organismes et entreprises respectives. C'est combien d'entreprises l'UFBJOP? Alors l'UFBJOP, donc c'est l'organisation professionnelle nationale représentant les acteurs de la bijouterie-joaillerie en France, qui représente à peu près 200 membres. D'accord, 200 membres, c'est un secteur qui va bien? C'est un secteur qui se porte très bien, qui connaît une croissance continue depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis d'ailleurs la dernière décennie, on a triplé le chiffre d'affaires de production en France. Donc c'est un secteur qui est extrêmement porteur, qui connaît une très forte employabilité et un chiffre d'affaires à l'exportation extrêmement élevé, avec une contribution à la balance commerciale de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc Et un avec secteur se portant très bien. Très bien, et avec des enjeux de durabilité qu'on va explorer ensemble et auxquels vous répondez chez Rubel et Ménaché, parce que vous travaillez sur quoi? Sur quel type de diamant? Parce que c'est ça, c'est le cœur de votre métier? Oui, alors nous sommes le diamantaire historique des maisons joaillières et horlogères. Donc, voilà. Notre mission, c'est de sélectionner des pierres, des diamants notamment, qui sont de qualité exceptionnelle. Et on aime à dire qu'elles sont 100% traçables. On parlait de durabilité tout à l'heure, j'entendais vos plateaux. Voilà, on est au cœur du sujet et on aime bien dire qu'en fait, nous militons pour le luxe responsable. Ça veut dire quoi la traçabilité d'un diamant? Savoir d'où il vient, par où il passe. Comment il a été extrait. C'est tout son cheminement jusqu'à l'arrivée dans une vitrine des grandes maisons. Donc ça, c'est hyper important pour le client final et puis pour nous, en tout cas, dans notre positionnement. Le bilan, alors j'allais dire le bilan carbone, mais on peut dire ça comme ça, c'est un peu réducteur, mais quand on parle de durabilité dans un secteur comme le vôtre, ça veut dire quoi? Alors la durabilité dans le secteur de la joaillerie repose sur plusieurs composantes. Effectivement, la question du bilan carbone, elle est très importante, elle est très d'actualité, mais elle repose pas uniquement sur le bilan effectivement des émissions de gaz à effet de serre. On est sur une filière et une industrie qui est globale. Donc évidemment, à travers le monde, on retrouve des mines de diamants, de pierres de couleur, des communautés, des travailleurs. Ensuite, on trouve également des très hauts niveaux de savoir-faire dans tous les pays du monde.
La France, évidemment, puisqu'on en parle aujourd'hui en tant qu'Union française, c'est le pays de référence de fabrication joaillière, de très haut niveau de savoir-faire traditionnel. Et en fait, la durabilité, elle vient à la fois en joaillerie adresser les sujets environnementaux, puisqu'il y a des forts sujets environnementaux au niveau des lieux d'extraction, naturellement, au niveau des mines. Il y a des forts sujets... Mais attendez, je vous arrête là-dessus, parce que, évidemment, la principale critique qu'on doit vous faire, c'est la question des mines, des conditions de travail dans ces mines, etc. etc. Donc, et c'est pour ça que la question de la traçabilité est importante. C'est-à-dire comment contrôler les conditions dans lesquelles les pierres précieuses sont extraites. Alors, c'est effectivement pas nécessairement une critique, puisqu'on a une filière qui s'est organisée il y a déjà 20 ans autour de la question, alors que c'était des sujets dont on ne parlait absolument pas il y a 20 ans. On a eu des entreprises dans le secteur extrêmement visionnaires qui se sont réunies et qui se sont dit, bon, écoutez, nous, on souhaite que la filière soit transparente et que le consommateur puisse avoir confiance dans l'industrie de la joaillerie. Donc, travaillons ensemble sur un référentiel de bonnes pratiques et élaborons ensemble le code des pratiques de la joaillerie responsable. Oui, alors, il y a notamment cette Blue List qui répond, est plutôt récente. Qui répond à cette idée. C'est quoi la Blue List? Alors, la Blue List, elle s'inscrit dans le prolongement de cette volonté commune d'apporter de la cohérence au secteur en matière de durabilité. C'est-à-dire que depuis de très nombreuses années, on peut lire un peu partout de nombreuses allégations. Oui. Mon bijou est éthique, ma pierre est éco-friendly, sans savoir véritablement de quoi il s'agit. Donc la Blue List, ça a été véritablement un engagement du secteur à parler le même langage, à définir des termes avec des définitions claires et sans ambiguïté pour que toutes les appellations qui ont trait à l'ESG, donc l'environnement, social et gouvernance, puissent être clairement entendues, intelligibles et surtout on demande des preuves. D'accord, donc c'est une logique de transparence et de vérification. Est-ce que cette Blue List, elle répond à une demande d'une entreprise comme la vôtre? En tout cas, elle accompagne notre démarche et on est complètement engagé là-dedans. On fait partie, puisque Laurent te signalait, de ce code de conduite qui est régi par le RJC, quelque chose qui a été posé il y a très longtemps maintenant, 2010 il me semble par là. Alors oui, 2009 le premier code des conduites. 2009. Ouais. Nous on en est à notre 6e édition de certification, donc là on est dans un référentiel. Si on pouvait faire un petit peu le parallèle, aujourd'hui on a des normes ISO, mais là c'est beaucoup plus large et puis elles sont internationales, ces normes. C'est très compliqué compliqué au sens ça prend du temps de revoir. C'est une contrainte. Non, c'est une opportunité en tout cas pour nous de revoir si on est effectivement bien aligné avec les droits. Est-ce qu'on respecte bien les droits de l'homme? Est-ce qu'on fait un trafic? On commerce, on ne fait pas du trafic et de blanchiment d'argent. Et ça c'est sur toute la chaîne de valeur. Donc c'est hyper rassurant pour nos clients. Et rassurant aussi pour nos fournisseurs. C'est un label pour vous, la Blue List, d'une certaine façon? Est-ce que vous le vivez comme ça? C'est pas encore, peut-être pas encore ancré comme un label, puisque c'est assez récent, il me semble. Oui, c'est quand même assez récent, mais pour moi, la certification COP du RJC est quand même hyper structurante. Pourquoi vous dites que c'est pas sa vocation? Parce que sa vocation, c'est d'être un lexique. C'est pas un standard. Il existe déjà des standards. C'est pas une norme non plus. On va pas aller vérifier. C'est un guide de bonne pratique, c'est-à-dire que ça n'a pas de visée d'application obligatoire. C'est véritablement volontaire et c'est pour les acteurs de l'industrie qui souhaitent s'engager dans une démarche vertueuse et se dire en fait on est tous sur le même terrain de jeu, donc parlons le même langage, et si j'emploie cette terminologie, je m'engage justement à prouver les raisons pour lesquelles j'emploie cette terminologie. Mais personne ne va venir le vérifier. Si vous voulez, au sein de la Blue List, on ne va pas avoir d'audit. Mais il y a des outils qui permettent de vérifier justement, parce que vous dites, nous, on est engagé dans une démarche de traçabilité. Vous avez des labels qui vous permettent de le prouver et de le prouver notamment aux consommateurs. Alors aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent, technologie Aura, blockchain, on a un certain nombre de choses qui nous permettent de certifier effectivement qu'on respecte cette traçabilité. On a des preuves. Donc les outils existent et les preuves aussi, technologiques. Donc c'est un mouvement. Et ça vous permet, vous aussi, comment je peux dire ça,
de vous rassurer ou de vous assurer que votre chaîne de valeur, vous la maîtrisez, quoi. Ah oui, C'est aussi totalement. ça. Ah oui, pour nous, c'est obligatoire. C'est un engagement qu'on a vis-à-vis de nos clients, en tout cas. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des mines avec lesquelles vous ne travaillez plus, alors pas forcément depuis 6 mois, mais il y a quelques années, vous avez dit là on arrête, par exemple? Typiquement, en Russie, Ouais. on s'est dit ban sur la Russie, donc on arrête. Enfin voilà, et les plus beaux diamants se trouvent en Russie. Mais ça, c'est une conséquence de la guerre en Ukraine? Oui, et Ouais. puis c'est un engagement aussi de la filière, hein, d'être là très aligné. Tout le monde est allé dans ce sens-là. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Après, c'est un commerce qui a énormément d'acteurs, hein. Nous, on est un intermédiaire. D'où l'importance de la Oui, traçabilité. tout à fait. Plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué de D'où s'en assurer, l'importance quoi. effectivement, les blockchains nous rassurent et la démarche est certifiée là. Ouais. On va regarder quelques chiffres. Vous nous disiez que le secteur se porte bien. La joaillerie française affiche un chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2025 de plus de 5 milliards et demi, 5,7 milliards d'euros, progression de plus 11%. Est-ce que je me place du côté des consommateurs, est-ce que ces arguments autour de la traçabilité, de la durabilité, ils rentrent vraiment en ligne de compte? Dans l'achat, je pense que c'est pas la raison première. Pour autant, ça deviendra sans doute à terme, l'une des raisons, d'achat, clairement. Tout ce C'est quoi qu'on a, d'abord? C'est d'abord le prix, c'est d'abord la beauté de c'est la pierre, l'esthétique, bien l'esthétique. bien entendu l'esthétique en premier Ouais. lieu, le pouvoir de la marque aussi, parce qu'on a un marché, véritablement qui se structure, autour de grandes maisons et de marques aussi qui amènent, beaucoup de rêves, et de désirs, hein, pour ce produit exceptionnel qu'est la joaillerie. Et puis, c'est un vecteur de transmission, extrêmement puissant. Donc, dans ces vecteurs de transmission aussi, c'est qu'est-ce que comporte le bijou? C'est-à-dire quelle valeur elle vient véhiculer, en fait. C'est extrêmement fort, et sans doute le consommateur en quête d'authenticité ira chercher ce type de valeur dans la joaillerie, et c'est ce que nous, on s'efforce à faire. Donc on le fait pas forcément connaître au grand public parce que c'est absolument pas des arguments de vente, en fait. On n'est pas dans du marketing. Ce qu'on cherche à faire véritablement, c'est de faire les choses le mieux possible, vraiment en back-office. Et puis si on nous pose la question, on peut évidemment répondre et justifier si les consommateurs se posent les questions. Alors moi je pense que quand on fait les choses bien, il faut le faire savoir, même si c'est pas du marketing, et le faire savoir le plus possible parce qu'il y a un effet d'entraînement. Oui, mais bon, sûr. ça non, mais c'est une vraie question sur ce qu'on affiche quand on a une démarche durable. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui hésitent à le faire en disant mais comme je ne fais pas tout parfaitement, je vais pas parler de ça parce que sinon on va venir me chercher sur un autre sur une de mes faiblesses. Je voudrais qu'on parle d'une initiative, d'un partenariat que Rubel et Ménaché a conclu avec la Fabrique Nomade. Oui. Alors c'est quoi la Fabrique Nomade? C'est une association, c'est ça? Tout à fait, c'est une association, une très belle association qui est dans le cœur de Paris, dans le 12e. Et donc, on y retrouve en fait des artisans. Donc, vous allez retrouver des perlières, des costumières, des joaillier. Et donc, la Qui typologie... sont des migrants, des réfugiés, Voilà, c'est des ça? réfugiés migrants qu'on accompagne en fait sur 8 ou 9 mois. Nous, on leur donne une formation et par la suite, ils sont accompagnés pour trouver un travail. Et dans ce programme-là, on a eu la chance de collaborer pour intégrer un programme qui s'appelle Mentorat. Donc, on a accompagné une dizaine de personnes et jusqu'à l'emploi. Donc, on a fait des séances pendant 6 mois. Donc, on s'est vus, et tout ça sous un format bénévolat. Donc, des salariés volontaires se sont mis dans ce programme. Et tout le monde, en fait, a trouvé un sens extraordinaire à la démarche parce que, voilà, on se rend compte que finalement, on a beaucoup de chance, nous, de faire nos métiers. Et puis, voilà, c'est vraiment un beau partenariat et cette association, elle est fantastique. Franchement, il faut faire de la publicité. La Fabrique Nomade. Voilà, on en profite pour faire de la publicité pour cette association. Merci beaucoup à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure du grand entretien de ce Smart Impact Champagne et durabilité au menu.
C'est le grand entretien de ce Smart Impact, 26 minutes avec une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Ludovic Duplessis, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue, vous êtes le président de la maison de champagne Telmont que vous avez racheté en octobre 2020, c'est ça, avec la société Rémy Cointreau. Avec le groupe Rémy Cointreau, Avec le groupe qui Rémy est Cointreau. actionnaire majoritaire aujourd'hui. Il y avait des critères avant de choisir une maison de champagne comme celle-là. En fait, l'histoire, c'est une histoire d'hommes et de femmes, comme toujours, hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour le groupe LVMH pendant 10 ans, sur des marques comme Moët et Chandon, Dom Pérignon. Et ensuite, je suis parti dans le groupe Rémy Cointreau pour m'occuper d'un cognac qui s'appelle Louis XIII. Et puis, il y a 5 ans, 6 ans, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Donc, j'ai pris mon petit vélo et je suis parti en Champagne. Donc, un petit vélo pliable que j'ai mis dans le train. Hop, j'arrive en Champagne et je visite 20-30 maisons. Je me suis dit, j'adorerais retourner dans le Champagne et avoir ce côté d'entrepreneur et faire un business qui fasse du sens. Voilà, savoir pourquoi me lever le matin. Et donc, je pars en Champagne et donc je visite ces maisons de Champagne. Et je me suis toujours dit qu'on allait y aller si la maison cochait 4 cases. Il fallait que l'histoire soit extraordinaire. Cette maison Telmont est née en 1912 suite aux révolutions champenoises. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire, mais c'est une grande révolution. La cavalerie française a été envoyée pour calmer les petits vignerons. Enfin, superbe histoire. Donc, elle est née en 1912. Ensuite, la deuxième box qu'il fallait cocher, c'était le fait que ce soit encore un business de famille. C'était important que la famille soit toujours présente. Toujours là, ouais. Troisièmement, il fallait que les vins me plaisent, bien entendu. Les 3 premières cases, vous en trouvez des maisons de champagne. Elles ne sont pas forcément à vendre, mais vous en trouvez. Et la 4e était mission impossible. Je voulais une maison de champagne qui avait commencé la conversion en agriculture biologique. Et là, vous perdez tout le monde, parce qu'il n'y a que 5% de la champagne qui est bio. Il y a 5-6 ans, quand vous vous lancez dans cette démarche, il y a quasiment personne sur ce... Il y a, je vous dis, il y a 5-6% de toute la champagne qui est bio. Donc cette maison, c'était le cas chez Telmont. elle avait commencé sa conversion, elle avait commencé sa mutation, donc il y avait cette philosophie d'aller vers l'agriculture biologique au départ. Parce que vous ne vouliez pas être obligé de commencer par convaincre sur ce terrain-là, c'est ça? En fait, il fallait avoir des personnes qui sont déjà dans la même philosophie que vous. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc, cette maison cochait les 4 cases. Donc, j'ai présenté le projet au groupe Rémy Cointreau, qui a décidé d'y aller. Voilà, parce que l'objectif, la mission de départ, c'est comment essayer de faire le meilleur de la Champagne sans aucun compromis environnemental, en étant radical. Et ça veut dire quoi? Alors, on va détailler tout ça. Il y a un engagement qui se manifeste par un projet In Nomine Terrae, au nom de la terre. Au nom de la terre, Donc ça, c'est ce qui symbolise, on va dire, cette stratégie environnementale de la maison Telmont. Alors, on lui a donné un nom, on l'a baptisé, au nom de la terre, et c'est engageant, engageant au nom de la terre. Et donc, si vous voulez, il y a 2 jambes. La première, c'est tout part du sol, tout part de la terre. Le vin est bon. Si la terre est belle. Si la terre est belle. On avait prévu cette citation. Le vin est bon si la terre est belle. Ça y est, effectivement, ça résonnait. Mais oui, c'est bien que vous l'utilisiez régulièrement. Et c'est tellement vrai. Donc ça part de là. Et donc, en fait, si vous voulez, il y a toute une démarche aujourd'hui en Champagne qui est à saluer de biodiversité. On plante des arbres, il y a les couverts végétaux. Et donc, de plus en plus. Et le CIVC, qui est le comité interprofessionnel des vins de Champagne, fait un travail extraordinaire pour fédérer tout le monde. Et donc, il y a une vraie montée, j'ai envie de dire, de cette biodiversité en Champagne. Ce qu'on nous dit sur Telmont, c'est que en fait, il faut aller à l'étape d'après, qui est l'agriculture biologique. Ça veut dire quoi? C'est pas un gros mot, l'agriculture biologique. Ça veut juste dire qu'on n'utilise pas d'herbicides et de pesticides de synthèse, et enfin de chimie de synthèse. Ça veut juste dire ça. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'univers de la viticulture en général et du champagne en particulier, il y en a quand même beaucoup en fait, de ces intrants. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intrants. Moi, mon but n'est surtout pas de pointer du doigt une agriculture conventionnelle. Mais c'est un modèle plus que centenaire, si vous voulez. Oui, et donc, c'est jamais facile de faire un modèle. En fait, on retourne à ce qu'on faisait avant la guerre mondiale. En fait, voilà, on n'utilise pas de chimie de synthèse. Et donc, en fait, c'est comment travailler la terre en essayant de diminuer au maximum tous les intrants et d'être de façon très très naturelle. Et donc en fait, l'idée c'est d'être régénératif. C'est le grand mot que tout le monde utilise. Oui, mais agriculture régénérative. Et nous on dit en fait, est-ce qu'on peut vraiment être régénératif si on n'est pas bio, si on continue l'herbicide et la chimie de synthèse? Donc en fait, il y a un mouvement qui vient des États-Unis qui s'appelle ROC, Regenerative Organic Certification.
Et donc, c'est la combinaison du régénératif et de l'organique. L'idée, c'est pas d'opposer les deux, c'est de rassembler, et on peut être régénératif et organique. Et donc, ça vient de Patagonia, un chouinard aux États-Unis, et c'est superbe. Et donc, on a tenu chez Telmont le premier forum en Europe sur ces notions de rock, et donc ça y est, on avance dans cette certification. Mais ça veut dire que là, aujourd'hui, vos vignes, elles sont bio, elles sont à 100% bio, Alors, pas encore, vous en êtes où? Alors nous, c'est une très bonne question. C'est le business model champenois classique, savoir qu'on a en gros 30% des vignes, des raisins qui viennent de nos vignes, et 70% qui sont achetés à des partenaires vignerons, qui sont là depuis des années, des décennies. Voilà. Donc chez nous, maintenant, on est à peu près à 95% en agriculture biologique. Et donc, on va aller vers le dernier step. Vous allez y arriver. Voilà. On avait dit, tout ce que je vous dis aujourd'hui, on l'a annoncé en 2021. Donc là, on est en 2025, donc on voit les résultats. Et donc, on avait dit en 2021 qu'on serait 100% en 2025 sur nos vignes, on y est à 95%, et que nos partenaires vignerons, ce serait 100% en 2031. Donc ça suppose un accompagnement, si je comprends bien. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Non. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, on est à 70%. Déjà, on était à 30% il y a 5 ans, on est à 70%, et on va y aller vers le 100%. On va y aller. Alors, pourquoi c'est long? Ça demande. Alors c'est long parce que c'est la terre, parce que c'est les saisons, parce que etc. Parce que déjà, il faut avoir une philosophie, il faut avoir envie d'y aller. C'est plus de travail, donc il faut avoir envie d'y aller. Donc ça demande un accompagnement. On a un groupe aujourd'hui avec tous nos vignerons où on discute, si vous voulez, on échange sur la façon de faire, sur la technique. Et ensuite, on accompagne tous nos vignerons en les payant plus cher. On paye aujourd'hui le raisin agriculture biologique 30% plus cher. Donc il y a deux façons d'accompagner vos partenaires vignerons. Il y a première façon indispensable, c'est de l'éducation, c'est de l'échange, de la technique. Et deuxième, c'est l'accompagnement financier. Parce que pourquoi ça coûte plus cher? Et parce que vous avez une baisse plus de main-d'œuvre, des rendements, plus de temps à passer sur les vignes, etc. Oui, premièrement. Et deuxièmement, une baisse des rendements qui peut aller entre 0, quelquefois on est pareil qu'un conventionnel, jusqu'à du moins 30%, et même quelques années plus encore. Donc en fait, on paye le raisin plus cher en agriculture biologique pour ça. Et il faut savoir le faire. En fait, la Champagne, pour nous, on est dans l'industrie du luxe. Et donc, on se doit d'avoir aucun compromis là-dessus. Et donc, on y va un par un. C'est pas facile, mais on y va un par un. Mais est-ce que c'est un... Parce que j'entends donc la logique de coût et donc derrière de prix, peut-être des bouteilles. Je ne sais pas si vos bouteilles sont un peu plus chères parce que vous êtes passé au bio. Elles sont un petit peu plus chères, tout à fait. Est-ce que c'est un argument que vous utilisez pour vendre vos bouteilles de champagne, pour vendre votre champagne? On fait du champagne bio et est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûr que ce soit le premier critère d'achat d'une bouteille de champagne aujourd'hui. Non, le premier critère, et heureusement, c'est est-ce que le vin est bon? Ça, c'est sûr. Nous, on pense que le vin est bon si la terre est belle. Et donc, on voit, la bonne nouvelle, c'est que quand vous passez en agriculture biologique, déjà, vous avez un effet sur les sols. C'est meilleur pour les sols. Qu'est-ce qui change? C'est meilleur, vous avez un vrai retour à la biodiversité. Et donc, vous avez plus de bio pour plus de biodiversité. C'est souvent ça que nous, on essaye d'apporter. Donc vous voyez ces sols qui sont vivants, et la bonne nouvelle, c'est que ça se retrouve dans le vin. Et en fait, vous avez un effet bénéfique de l'agriculture biologique sur le vin lui-même. Vous ressentez dans le vin l'énergie du sol, la vitalité du terroir, ça se ressent, vous avez un vin qui va être plein d'énergie, plein de vie. Et je ne vous dis pas que le bio est meilleur, c'est très subjectif. Vous aimez ça, mais par contre, vous allez retrouver un vin qui est vivant. Et ça... ça en bouche. Ça veut dire que vous pouvez à l'aveugle faire la différence entre un champagne bio et non bio? Moi, j'ai aujourd'hui, comme on est en conversion, j'ai encore du vin non bio, parce qu'on a hérité de ça, et voilà, on a des milliers de bouteilles, millions de bouteilles qui dorment aujourd'hui dans les caves, donc j'en ai encore une partie qui est non bio, et j'ai un vin qui est bio, et vous faites la différence, mais à l'aveugle, mais sans aucun problème. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est meilleur, parce que le goût est subjectif. Allez, je vais raconter ma vie. Moi, je bois moins de champagne qu'avant. J'aime beaucoup ça, mais parce que j'ai des problèmes de reflux. Très bien, vous êtes ravis de l'apprendre, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Mais bref, est-ce que ça change la donne?
Pour J'aime quelqu'un bien comme parce moi. que vous êtes dans la totale transparence et nous, et c'est la, Pas de non, mais souci. c'est la J'ai philosophie pas de de souci Telmont. avec ça. Donc, est-ce qu'un champagne bio, c'est plus facile à boire pour quelqu'un qui a, par exemple... Je dirais pas que c'est plus facile à boire. Ouais. Après, vous avez différents types de champagne. Mmh. La signature du champagne Telmont, c'est quoi? C'est des bulles qui sont très très fines. Ouais. Donc déjà, c'est un champagne qui va pas être très vineux. C'est un champagne qui va être très aérien. C'est un champagne qui va avoir beaucoup de complexité, de maturité, mais très aérien. Ça, c'est très important pour nous avec des petites bulles. Mmh. Très peu dosées en sucre et avec une très belle longueur en bouche. Et donc voilà, après, vous avez des champagnes qui vont être peut-être plus lourds, plus vineux. C'est un choix. C'est un choix du chef de cave, Ouais. c'est un choix de la maison d'avoir des styles de vin qui sont différents. Et donc, est-ce qu'il est plus facile à boire? Ça dépend, vous, de ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez un vin plus lourd, plus rassasiant, ou un vin plus aérien? D'accord. Par contre, effectivement, chez Telmont, vous avez des vins qui sont très légèrement dosés en sucre. Et donc ça, c'est très appréciable et ça se ressent. Et il y a quoi? Il y a la question des sulfites. Sulfite, bien Ouais. sûr. Alors les vins bio sont moins sulfités Mmh. que les autres vins. Vous D'accord. avez moins de sulfite aussi dans un vin en agriculture biologique. Ouais, donc ça peut jouer aussi. Bon bref, Ouais. il va falloir que je réessaye. Alors il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises comme ça dans cette logique environnementale, dans ce programme-là, au nom de la Terre. Par exemple, vous avez décidé d'alléger les bouteilles, de changer même le style de vos bouteilles. Elles sont, Ouais, ah bah oui, oui. elles Alors en sont, fait, elles sont plus transparentes, c'est ça, les bouteilles? ouais. Pourquoi? Elles sont même de 193 000 couleurs différentes. Pourquoi? Alors j'y viens, Ouais. j'y viens. Mais avant, je remets juste le chapeau au nom de la Terre. Je vous avais dit qu'il y avait deux jambes. Mmh. Il y a une jambe gauche, c'est la Terre, Ouais. le sol, biodiversité Mmh. et agriculture biologique. Et la jambe droite, Ouais. c'est comment réduire votre empreinte carbone. Ouais. Pour ça, déjà, il faut la mesurer, il faut savoir de quoi on parle, il faut analyser tout ça. Et donc, du coup, nous, on s'est donné comme objectif, pas d'être dans la neutralité carbone. Trop facile. Mm. Vous achetez les crédits, compensation, et je suis neutre carbone demain matin. C'est très bien, mais c'est pas du tout assez suffisant. Donc, nous, on a comme objectif d'être dans le net zéro. Net zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'engage à réduire de 90% l'empreinte carbone de la maison à horizon 2050. Le levier le plus important, c'est les bouteilles? Alors, j'y viens, avec, un passage obligé, parce que 2050, on peut se dire, bon, Oui, c'est dans le avec temps. un passage obligé à 2030 à moins 40%. Ok, c'est assez exigeant. C'est assez exigeant, puis c'est suivi par SBT, Science Based Target, enfin voilà, on n'est pas tout seul, on est suivi, et donc on est engagé. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais je sais qu'on est encore dans la course pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'on a pris des engagements forts, et je viens à la bouteille. Ouais. Un des engagements, c'est que la bouteille de champagne, elle est plus lourde que les autres bouteilles parce que vous avez plus de 2 fois la pression d'un pneu de voiture dans une bouteille. Donc vous avez besoin d'avoir un verre qui est épais, qui est plus épais, pour pas qu'elle casse. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on a fait différentes choses. Et cette bouteille-là, c'est à peu près 30% de l'empreinte carbone de la maison. C'est ce que j'avais retenu d'autres entretiens sur le vin. Donc, voilà, donc il faut prendre le taureau par les cornes. Donc ce qu'on a fait, c'est que on avait des bouteilles qui étaient comme ça. C'est beau, mais c'est très lourd. Celles-là, elles font à peu près entre 900 grammes et 1 kg. Donc nous, chez Telmont, on a dit, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'effet bénéfique sur le vin à avoir cette forme-là. Donc on a arrêté ça et on est parti sur la bouteille classique champenoise, la standard champenoise, qui pèse 835 grammes. Okay, et donc, on a été voir Veralia et on leur a demandé, est-ce qu'il y a moyen de diminuer le poids de cette bouteille? Ils nous ont dit, écoutez, on regarde, on va essayer de tenter celle à 800 grammes. Innovation qui a l'air petite, mais innovation majeure, de réduire de 35 grammes, sans que la bouteille ne casse dans les caves. Elle reste efficace. Donc en 2021, on a commencé les premiers tests, 3000 bouteilles, 30 000 bouteilles, voilà. Et aujourd'hui, on a annoncé récemment que la bouteille passe tous les tests, elle ne casse pas. Et donc, toute la production Telmont est maintenant sur une bouteille à 800 grammes. On a juste enlevé un petit peu de verre sur les épaules. Voilà. Et là, vous passez de 800 à 835 à 800 grammes. Et donc, elles sont de toutes les couleurs, ces bouteilles? Alors oui, elles sont. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite. La deuxième chose, la troisième chose qu'on a fait, donc on a arrêté, ce format-là. On a passé de la 835 à la 800 grammes, ce qui va devenir, je pense, demain, la standard champenoise, parce qu'il n'y a pas d'exclusivité sur Veralia ouvert, bien entendu. Et donc, imaginez si 300 millions de bouteilles passent de 835, certaines de 900 kg à 800. C'est un vrai mouvement. La dernière fois que la bouteille de champagne, on avait diminué le poids, c'était en 2011. Donc c'est une innovation majeure.
Ensuite, on a arrêté les bouteilles transparentes parce qu'elles sont issues à 0% de verre recyclé. Alors c'est beau pour le rosé, le blanc, on voit le liquide, le vin. Mais en fait, c'est une hérésie écologique, sachant que la bouteille verte, classique champenoise, elle est issue à 87% de verre recyclé. Donc, exit les bouteilles transparentes, toutes les bouteilles sont en verre. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, quand le manufacteur de verre passait d'une couleur, vous avez une maison de champagne, vous voulez ce verre-là, et une autre maison veut ce verre-là, et ben il y a 193 000 bouteilles, et donc nous on a dit on prend tout. Donc il y a des petites nuances de couleurs. Et on l'a baptisé 193 000 Shades of Green, nuances de vert, et donc toutes les bouteilles Telmont vont avoir une petite couleur différente, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le vin. Donc voilà, tout ça permet sur la bouteille qui fait à peu près 30% de l'empreinte carbone de la maison de réduire et d'essayer d'être demain à net zéro. Est-ce que vous... Alors après, il y a la question du transport. Alors, c'est aussi un levier important. Vous voulez rajouter quelque chose avant? Allez-y. Oui, pardon, parce que c'est super important. Il faut tout regarder. Si on veut arriver à faire ce net zéro, il faut tout regarder. Et donc, du coup, il y a l'histoire du packaging quand même. Il y a l'histoire, et on est en fête de Noël qui arrive, il y a l'histoire des éditions limitées par un designer, les coffrets cadeaux et tout. Mais en fait, on pense chez Telmont que le meilleur packaging, c'est quand il n'y a pas de packaging. En fait, on fait du vin, on ne fait pas des coffrets cadeaux. Donc, toutes les bouteilles de Telmont sont sans étui, carton, coffret, édition limitée. Mais rien qu'avec ça... Elles peuvent pas se transporter sans emballage. Quand vous allez à un caviste, vous allez chez un caviste, soit il le roule dans un papier de soie, comme vous achetez un vin de Bourgogne ou de Bordeaux. Mais si je vous achète 12 bouteilles... Eh ben, on les livre dans un carton, pardon. Oui, il y a quand même un carton. C'est livré dans la caisse carton. Voilà, c'est ça, la caisse carton mais sauf que dans la caisse carton, je n'ai pas rajouté l'édition limitée du designer. Voilà. Mais donc, en fait, si vous voulez, le vrai luxe, c'est, on pense, chez Telmont, on ne peut pas avoir une empreinte environnementale du contenant qui est supérieure à celle du contenu. C'est pas possible. Et le vrai luxe, il est là. Donc, et pardon, on le fait depuis 2021, c'est pas nouveau. Est-ce que les ventes, elles sont en berne? Non, elles ne sont pas en berne. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas de coffret cadeau pour Noël, ça ne change rien. Telmont est en croissance. Tout le projet Telmont, c'est comment être en croissance sans aucun compromis. C'est qu'une question, pardon, je suis désolé, c'est qu'une question d'éducation en fait. Oui, ok. Et donc il y a la question du transport. Parce que j'y viens. Mais c'est important le coffret cadeau. Ah ben oui, parce qu'on a fait les étapes. Non, mais j'ai bien compris, mais là, il faut qu'on avance. Donc la question du transport, parce que c'est des choix aussi. Vos bouteilles, elles prennent l'avion ou pas? Eh ben alors, mais non, bien sûr que non, elles ne prennent pas l'avion. Depuis combien de temps? Depuis 2021, on a tout arrêté. Il n'y a pas un transport de bouteilles en avion. En fait, c'est tellement plus polluant que la voie maritime ou par route. Donc, en fait, la première année, moi, je me suis fait avoir. J'ai un client à New York qui me dit, bah, moi, j'aimerais 100 bouteilles de ce millésime pour le réveillon. Donc, je lui ai répondu, OK, on va réussir à obtenir cette allocation pour vous, parce que vous êtes un client fidèle de la maison. Mais vous allez fêter le réveillon au mois de mars, parce que ça partira en bateau. Donc je l'ai raté cette première vente. C'était en 2021, décembre 2021. Donc après, la fois d'après, vous avez anticipé, quoi. C'est une question de bien manager ses stocks dans les grandes villes, et on y arrive très bien. Donc vous n'avez pas perdu tant de clients que ça en renonçant à l'avion? Non, on n'a pas perdu tant de clients que ça en changeant la couleur de nos bouteilles, les formats. En arrêtant les packaging, on a perdu 0 client. La nouvelle génération, je suis désolé, je reviens là-dessus, mais elle sait très bien que la durée de vie d'un packaging, c'est moins d'1 minute. Donc, quand vous parlez à la nouvelle génération de ces notions-là, ils comprennent tous. Le cas Telmont, c'est devenu un cas qui est étudié dans toutes les écoles en France, via l'AFM, l'Association française de marketing. Et le sujet, c'est comment avoir une croissance tout en étant radical d'un point de vue environnemental et en se marrant. Et c'est super important. Et en fait, quand on va Sciences Po, HEC faire des conférences, en fait, la nouvelle génération comprend en fait que l'écologie, elle ne doit pas être punitive, on la veut positive, et que c'est un terrain de jeu énorme pour l'innovation. Et je reviens sur le transport. Maintenant, là, le mois dernier, toutes les bouteilles sont parties de Saint-Nazaire pour aller aux États-Unis. Par Neoliner. C'est le plus grand cargo à voile. Ben, c'est génial. Donc, voilà, c'est plein d'innovations comme ça qui arrivent.
Et en fait, c'est plein de rencontres. Oui, et alors, souvent quand soit on crée une entreprise, soit on reprend une entreprise, les premiers gains en termes de bilan carbone, ils sont relativement, je mets des guillemets, mais relativement faciles à obtenir. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, et puis après, ça se complique. Ouais, quoi. ouais, Donc, c'est sûr. est-ce que vous arrivez dans cette phase-là où finalement il faut cogiter, innover, trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé au départ C'est sans cesse. pour atteindre l'objectif? C'est hein. sans cesse, c'est Mmh. sans cesse. Et encore une fois, on y va avec beaucoup d'humilité. Le projet tellement, il n'est pas parfait. J'ai pas encore de panneaux C'est quoi le prochain levier? solaires. Créer nous-mêmes notre énergie, les Ouais. panneaux solaires, on n'y est pas encore. Enfin, Mmh. donc voilà, on y va avec beaucoup d'humilité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on est encore dans la course pour y arriver à ce net zéro. Ce qui est, voilà, on est 17, hein. On est une petite PME au sein du groupe Rémy Cointreau qui est génial, qui nous fait confiance et qui nous supporte. Est-ce que vous avez entraîné avec vous d'autres vignerons, d'autres acteurs du luxe ou de la gastronomie avec cette logique-là, ce collectif au nom de la Ouais, terre? alors le collectif Tellement au nom de la terre, il est né de façon tout à fait organique. En fait, on a commencé à faire pas mal de bruit parce que le vin est bon et parce qu'aussi on a un actionnaire qui est très connu. On y reviendra après si vous voulez pourquoi on a demandé à Leonardo de nous rejoindre. Mais en fait, ça a créé du bruit et les gens se sont dit mais c'est quoi Telmont en fait? J'en avais pas entendu parler, je connaissais pas il y a 5 ans. C'est une marque centenaire. Ah, c'est une centenaire start-up? Waouh, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, c'est que des décisions de bon sens qu'on a prises, de bon sens paysan, de bon sens vigneron. On n'a pas réinventé la roue, mais on a pris ces actions-là et ça marche. Donc, il y en a qui ont levé la main. Et typiquement, on se réunit une fois par an. Et donc, dans ce collectif au nom de la terre, vous avez des restaurateurs. Typiquement, il y a, moi je vais citer Jocelyn Marie, qui a un restaurant à Paris qui s'appelle la Table de Colette. Génial. En fait, vous arrivez, et il vous commande une empreinte carbone. Vous ne savez pas le menu, mais il a remis le monde du végétal. Ouais. Poisson, viande deviennent les accompagnements. Et le végétal est au centre. Et l'assiette, elle est incroyable. Et c'est très, 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 très bon. Il y a d'autres acteurs du vin qui vous accompagnent dans ce collectif? Alors, il y a d'autres accompagnements. Il y a pas. On parle beaucoup, nous, avec Gérard Bertrand. Voilà. Et sinon. C'est qui Gérard Bertrand? On a, dans les vins. Dans les vins du Sud. D'accord, ok. Ouais. Donc, vous regarderez, c'est très. Il fait partie du collectif aussi? Non, il ne fait pas partie du collectif, Non. mais on parle beaucoup. Dans d'autres acteurs du vin, non, il n'y a pas de membres du collectif. Par contre, donc, vous avez dans le monde de la restauration, vous avez un Glenviel, par exemple, un Lousteau de Beaumanière. Vous avez une japonaise à Okinawa qui a un hôtel de luxe dans les arbres, mais quasiment sans empreinte carbone. Fantastique. On a la marque de vélo Brampton. Donc eux, c'est dans leur monde, ils sont complètement là-dedans, ils se sont dit, on adore, et on veut. On a un festival de cinéma qui s'appelle Cinema for Change. Moi, je crois beaucoup à ces documentaires sur l'environnement qui sont positifs et qui donnent envie. Oui, on en parlait tout à l'heure, l'importance du narratif. Et c'est un vrai défi collectif dans lequel les médias peuvent prendre leur part. Leonardo, celui que vous appelez Leonardo, c'est un acteur américain un peu connu, c'est ça? Pardon, ouais, bien sûr, c'est Leonardo DiCaprio. Bien sûr. Quel rôle il joue? Quel rôle il joue? Je ne peux pas poser la question autrement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il joue un rôle d'investisseur et il joue un rôle aussi de personne qui nous challenge et qui nous aide sur toutes les notions climatiques, changement climatique. En fait, moi, Leonardo, je l'ai rencontré il y a 20 ans. C'est devenu un ami comme ça. Et c'est lui qui a commencé à m'envoyer tous mes premiers documentaires sur « Regarde Ludo, regarde ce documentaire, Can we cool the planet ?» Tu vas voir, tu vas tout comprendre. C'est scientifique, ça donne de l'espoir, regarde-le. Puis après, il checkait, que j'ai bien regardé, avec des petites questions pointues à droite, à gauche. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a, moi, poussé. Moi, sincèrement, il y a 10 ans, j'y étais pas du tout sur ces notions-là. Et il m'a retourné. Et donc, j'ai eu envie de faire ce projet-là. Et donc, quand, avec le groupe Rémy Cointreau, on y a été, c'est tout naturellement que j'ai dit à Leonardo, voilà, toi, tu es porte-parole aux Nations Unies sur la notion de changement climatique. Tu es vraiment un geek sur ces questions-là. Il faut que tu viennes en tant qu'investisseur. Et si tu viens, tu vas nous challenger et tu vas nous aider à prêcher la bonne parole. Et donc, le fait qu'un Leonardo, effectivement, soit derrière et amène sa voix sur ces questions environnementales sur Telmont, nous challenger en nous disant à quel moment exactement vous serez 100% en agriculture biologique,
pourquoi il y a des bénéfices de l'agriculture biologique sur le vin. Tout ça, ça fait que ça aide. Ouais. Est-ce que c'est plus compliqué quand on fait du champagne? Parce que le terroir champenois, il y a quand même un certain nombre de contraintes, de climat, de réglementation, de particularités géologiques. Est-ce que Bah, c'est plus difficile de faire un vin 100% bio Ouais, finalement c'est quand plus on fait du alors, champagne? oui, Oui. parce que oui, sinon on serait à 20% un peu comme les autres régions. Ouais. Donc là, si on est à ce niveau-là, c'est que c'est plus compliqué, Mhm. de par le climat, qui ne le favorise pas. Après, ce qu'il ne faut pas oublier en Champagne, c'est qu'on a cette possibilité, on a la réserve climatique. Savoir que des années où vous faites, voilà, vous pouvez mettre un peu de raisin de côté, s'il y a des très très belles récoltes. Ouais. Et donc, quand il y a des années catastrophiques, vous avez le droit de prendre dans cette réserve pour faire votre vin. Parce que la Champagne, c'est un vin d'assemblage. Oui. Différentes années, différents terroirs. Et donc voilà, ça aussi, c'est un avantage. Donc, climat plus compliqué, mais cette réserve, voilà. Après, c'est une question de philosophie, j'ai envie de vous dire. Et quand la bonne nouvelle, c'est qu'on voit beaucoup plus cette nouvelle génération de vignerons taper à nos portes en disant, bah, en fait, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le mouvement? Et donc c'est là où je reviens sur ces notions de technique. On va vous aider à comprendre comment faire et cette aide financière. Et si demain, on veut que toute la Champagne soit bio, comme, bah, en fait, il faut que toutes les grandes maisons de Champagne y aillent. Sinon, le vigneron, il n'y ira pas tout seul. Il a besoin de cette aide financière. Les grandes maisons de Champagne achètent du raisin à tous ces vignerons. Et ben, il faut que tous ensemble, on y aille. Alors, c'est plus facile pour nous parce que on est plus petit, on peut être plus agile. Et encore une fois, l'idée n'est pas de pointer du doigt, Oui. mais c'est d'essayer d'encourager tout le monde d'y aller. Mais si on parle un peu d'économie, Dernier mot. si on arrête les coffrets cadeaux, je reviens là-dessus, vous avez compris que c'était mon... Ouais. Eh ben, vous économisez de l'argent. Et ben, cet argent-là, mettez-les dans les vignes. Bah, Mettons-le dans les vignes. Le message est passé. Cercle Merci. vertueux. Merci beaucoup Ludovic Duplessis. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure tout de suite de notre rubrique Startup et Innovation. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Notre invité est en duplex, Victor Olivier, le cofondateur de Skouma Water. Bonjour. Entreprise que vous avez créée en 2020 avec Alexandre Mahé. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Merci beaucoup. L'idée principale est de répondre à des enjeux fondamentaux que sont la qualité de l'eau du robinet, la réduction du plastique à usage unique, mais également l'enjeu de l'hydratation qui aujourd'hui est un pilier de notre santé. Alors, avec quels outils? Donc, ce sont des systèmes de purification d'eau, c'est ça? Exactement. Alors, c'est un système qui s'adresse dans un premier temps aux particuliers. C'est une solution qui permet de purifier l'eau au plus haut niveau. On enlève 99,9% de l'ensemble des contaminants avant de la reminéraliser en fonction de vos besoins. Quand on purifie l'eau de plus haut niveau, on a une triple filtration, sédiments, charbon actif de haute qualité et l'osmose inverse. On a pu prouver cette efficacité avec un laboratoire français indépendant accrédité COFRAC qui nous a certifié donc ces résultats. On arrive à enlever à la fois les PFAS, ces fameux polluants éternels, mais également résidus médicamenteux, des métaux lourds, des microplastiques, et j'en passe. Aujourd'hui, on a vraiment prouvé cette efficacité. Personne n'a été aussi loin dans cette preuve scientifique, mais une fois que j'ai évidemment enlevé ces polluants, je reminéralise justement pour une hydratation optimale en fonction de 3 différentes bases minérales, minéral soft, minéral boost, mais également alcaline. C'est là où on se distingue, c'est que nous faisons de l'eau et nous ne limitons pas à de la filtration. Quelle que soit la qualité de l'eau du robinet que vous mettez dans une Skouma Water, on vous ressort de la Skouma Water. Je peux presque choisir un peu l'eau que je vais consommer d'une certaine façon, si je comprends bien. Exactement, plus ou moins minéralisé, et jusqu'à vous accompagner dans votre objectif santé. Ouais. Mais alors sur les PFAS, les polluants éternels, parce que c'est un enjeu majeur, on voit des communes qui ont dû cesser de fournir l'eau du robinet à leurs concitoyens, à leurs habitants. Et souvent, on a les pouvoirs publics qui nous disent bah oui, on est en train de trouver des solutions, mais ce ne sera pas avant 2 ou 3 ans. Vous garantissez éliminer tous les polluants éternels quasiment?
Oui, c'est ce qu'on a prouvé avec nos tests de laboratoire. Mais en fait, la précaution, c'est de les enlever au point d'usage. Quand on entend on va les enlever à horizon 5 ans, etc., c'est trop tard. Et les investissements sont colossaux. 1% de l'eau que l'on met dans les réseaux, qu'on distribue, est consommée pour la boisson. Donc l'enjeu, c'est vraiment de se prémunir d'une skouma pour justement... c'est de la précaution. Et évidemment, on assure que nous les éliminons. Ouais. Et on a mis 20 différents PFAS différents dans la machine. D'accord, ok. Alors il y en a des milliers des PFAS, donc Il y en a des milliers. voilà, et ils sont assez difficiles à identifier. Mais vous avez aussi une offre pour les sportifs, c'est ça? C'est quoi cette offre? Oui, alors là c'est la Skouma Pro, c'est une autre machine. Donc là, elle s'adresse vraiment au monde du sport. Elle permet de créer donc des eaux de performance sur mesure. On est vraiment toujours dans le même concept de la personnalisation, où on va justement créer des eaux pour ces athlètes, pour la santé des athlètes. On va formuler avec des nutritionnistes du sport, des nutritionnistes également des équipes, justement pour qu'ils puissent bénéficier d'une eau de manière très régulière, très performante. Et on a développé cette expertise unique avec notre partenaire et actionnaire, le groupe Robertet, qui est en français et basé à Grasse, qui est le leader des matières premières naturelles. Merci beaucoup, Victor Olivier. Bon vent à Skouma Waters. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. Je vous dis à très vite. Salut.